La nuit, il restait parfois éveillé, allongé sur son lit superposé, lunettes sur le nez, à me fixer dans le noir. En tant que personne qui travaille dans la vie en résidence, ce genre d'histoire me fait toujours la même réaction. Un soupir suivi d'un « oui », ça colle parfaitement. Voilà juste quelques situations que j'ai vues au fil des années. Un colocataire a mis de l'eau de Javel dans la gourde de son coloc qui avait le Covid. Son raisonnement était simple et terrifiant. Il voulait voir s'il faisait semblant. Il ne faisait pas semblant. Il a fini à l'hôpital. Quand on a essayé de comprendre ce qui s'était passé, l'auteur a expliqué ça comme une expérience logique, sans réaliser à quel point c'était grave. Une autre coloc et son copain étaient constamment dans la chambre, toujours en train d'avoir des comportements sexuels. Ils ne se cachaient pas. Pire encore, pendant l'acte, il regardait la troisième colocataire, insistait du regard, cherchait clairement à la faire participer. Elle n'osait plus entrer dans sa propre chambre sans prévenir quelqu'un. Il y avait aussi cette fille qui refusait catégoriquement de se doucher dans les douches du dortoir. À la place, elle se frottait entièrement le corps avec de l'huile essentielle, convaincue que ça remplaçait une douche. Elle habitait à 5 minutes de là, chez ses parents, et allait se laver chez elle environ une fois par semaine. L'odeur mélangeait transpiration et plantes médicinales. Elle jurait que c'était plus sain. Dans mon propre cas, mon colocataire ne savait tout simplement pas tirer la chasse d'eau. Pas par provocation. Pas par négligence volontaire. Il ne savait pas. Je retrouvais constamment des toilettes pleines de merde et de pisse. J'ai essayé d'expliquer. De montrer. De rappeler. Rien ne changeait, comme si cette information refusait de s'imprimer. Il y avait aussi cet appartement de filles, toutes très à l'aise financièrement, sauf une. Chaque week-end, elle sortait en boîte, dans les bars, dépensait sans compter. Quand celle qui avait moins d'argent ne pouvait pas suivre, elle ne cherchait pas à s'adapter. Elles l'ont simplement exclue. Plus d'invitations, plus de discussions, plus de vie commune. Elle vivait encore avec elle, mais était devenue invisible. Et ce ne sont que quelques exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Des histoires de méchanceté banale, d'égoïsme pur, d'un manque total d'empathie. L'université est censée être un lieu d'apprentissage et de construction. Mais quand on voit certaines colocations de près, on comprend vite que beaucoup de gens arrivent là sans savoir vivre avec les autres. Et franchement, les gens peuvent être terriblement affreux pendant leurs années de fac. J'avais un colocataire au dortoir qui venait du Brésil, mais qui vivait aux États-Unis depuis 8 ans. C'était un gars sympa, vraiment, mais putain qu'il sentait mauvais. Ce n'était pas une odeur classique de transpiration, c'était comme si c'était son odeur naturelle, incrustée en lui. Et je n'étais pas le seul à le remarquer. Les voisins des chambres à côté et même ceux d'en face pouvaient la sentir. On recevait régulièrement des papiers scotchés sur notre porte qui disaient de prendre une douche ou de nettoyer son cul. Au début ça me mettait mal à l'aise, puis j'ai fini par m'habituer à l'odeur quand il restait dans la chambre. Le problème, c'est que dès qu'il sortait et revenait, l'air se rechargeait instantanément, comme si la pièce avait été remise à zéro. J'ai essayé de demander un changement de chambre, mais la seule option qu'on m'a proposée était de partager avec 2 autres personnes. Je n'avais aucune envie de prendre ce risque. J'ai tenté d'aborder le sujet avec lui plusieurs fois, en douceur, en parlant des notes, des voisins, de l'ambiance générale. Il m'a répondu qu'il ne sentait rien du tout et que les messages sur la porte m'étaient destinés, pas à lui. Il était persuadé que le problème venait de moi. À partir de là, chaque discussion tournait en rond. Il se fermait immédiatement, riait parfois, ou changeait de sujet. Les voisins ont commencé à éviter notre côté du couloir. Certains laissaient leurs portes fermées en permanence. Une fois, un gars m'a arrêté dans les escaliers pour me demander si tout allait bien dans ma chambre, en me regardant avec pitié. Un soir, le responsable du dortoir est passé après une plainte collective. Il a parlé d'hygiène générale, sans viser personne, puis il est reparti.
Mon colocataire a pris ça comme une preuve qu'il n'y avait aucun problème. Après ça, j'ai compris que rien ne changerait. J'ai juste compté les jours jusqu'à la fin du semestre, en ouvrant la fenêtre même en plein hiver, et en évitant autant que possible de rester dans cette chambre. Assez ironiquement, l'un de mes colocataires de première année a été mon colocataire de l'enfer. Mais honnêtement, je pense que pour lui et pour l'autre gars, le problème, c'était moi. Cette année-là, mon université a décidé de transformer des chambres prévues pour 2 personnes en chambres pour 3. C'était évident pour tout le monde comment ça avait été fait. 2 colocataires étaient clairement assortis grâce au questionnaire envoyé avant la rentrée, et le 3e avait été ajouté au hasard, comme une pièce rapportée. Devine qui était la pièce rapportée. Mes 2 colocataires étaient très branchés comics et animes, plutôt calmes, très casaniers. Moi, j'étais l'exact opposé. J'aimais le sport, je sortais beaucoup, j'allais à des soirées, j'étais assez sociable. J'avais aussi une petite amie très tôt dans l'année et, oui, il m'est arrivé de demander la chambre pour des raisons évidentes. Forcément, ça créait un décalage. L'un des 2 gars était franchement cool. On s'entendait plutôt bien malgré nos différences. C'était un mec sympa, tranquille, et il appréciait clairement que je lui laisse accès libre à ma Xbox. On arrivait à cohabiter sans trop de tension. L'autre, en revanche, était étrange. Vraiment étrange. Il faisait des terreurs nocturnes. Il se réveillait en hurlant parfois. Et plusieurs fois, je me suis réveillé pour le surprendre en train de se masturber sur des profils Facebook de filles de ses cours. Pendant qu'on était dans la chambre. Il n'avait aucune conscience du contexte, aucune capacité à lire l'ambiance. C'était profondément malaisant. Il était obsédé par certaines filles, passait son temps à les regarder en ligne, à en parler, sans jamais leur adresser la parole dans la vraie vie. Il ne donnait pas l'impression d'être malveillant. Au fond, je suis encore persuadé qu'il avait des difficultés d'apprentissage ou sociales importantes. Mais ça ne rendait pas la situation plus facile à vivre. Après la 2e fois où je l'ai réveillé en plein milieu de ça, j'ai craqué. Je me souviens très clairement avoir appelé mes parents, complètement à bout, en leur suppliant de me laisser quitter cette fac pour aller en community college. Je détestais mes colocataires. Je détestais mon école. J'avais l'impression de m'être complètement trompé d'endroit. J'avais une colocataire qui insistait pour se masturber quand j'étais dans la chambre. La première fois que c'est arrivé, je me suis dit qu'elle avait peut-être oublié que j'étais là. J'étais pourtant à quelques mètres d'elle, immobile, sans bruit, à me demander si j'avais mal compris la situation. La fois suivante, ça ne laissait plus de doute. Je ne me suis pas retourné, mais j'ai commencé à faire du bruit volontairement, à cogner des objets, à bouger trop fort, en espérant qu'elle s'arrête. Elle ne s'est pas arrêtée. Au contraire, elle est allée jusqu'au bout, comme si ma présence faisait partie du truc. Elle était toujours sous les couvertures, donc rien n'était visible, mais l'ambiance était lourde, malsaine. On sentait clairement qu'elle savait que je savais, et qu'elle aimait ça. Après ça, chaque moment passé dans la chambre devenait tendu. Le simple fait d'entrer me mettait mal à l'aise, comme si je pouvais tomber sur la même scène à n'importe quel moment. Je n'ai jamais osé la confronter directement. Je craignais sa réaction, ou pire, qu'elle retourne la situation contre moi. Alors j'ai commencé à éviter la chambre. Je passais mes soirées ailleurs, à la bibliothèque, chez des amis, parfois juste à marcher dehors jusqu'à être épuisé. Je ne rentrais que pour dormir, et encore, le plus tard possible. La mienne n'était peut-être pas aussi catastrophique que certaines histoires ici, mais elle mérite clairement d'être racontée. Elle venait d'une ville très riche et très connue de mon état, et elle correspondait parfaitement au cliché de la fille riche qui se fout complètement des autres. Tout tournait autour d'elle, de ses envies, de son rythme, point final. C'était une vraie noctambule. Elle restait éveillée très tard, souvent jusqu'à 2, 3, parfois 4 heures du matin, à regarder des séries ou des vidéos sur son téléphone.
Sans écouteurs. Jamais. Je lui ai demandé plusieurs fois d'en mettre parce que j'essayais de dormir. Elle disait oui, puis recommençait la nuit suivante comme si la conversation n'avait jamais existé. La lumière de l'écran, le son, tout envahissait la pièce pendant que j'étais allongé là, épuisé, incapable de trouver le sommeil. Elle ramenait aussi des garçons au hasard pendant que je dormais. Je me couchais seul dans la chambre, et je me réveillais le matin pour aller en cours avec un inconnu en train de dormir à quelques mètres de moi. Sans avertissement. Sans excuse. Comme si ma présence n'avait aucune importance. Je ne me sentais jamais vraiment en sécurité, même dans mon propre lit. La température était un autre enfer. Elle avait froid la nuit et montait le chauffage pendant que je dormais. Une fois, je me suis réveillé en nage, complètement trempé de sueur. Le thermostat était réglé à 75 degrés Fahrenheit. Elle, de son côté, dormait sous plusieurs couvertures, parfaitement à l'aise. J'avais l'impression d'étouffer pendant qu'elle s'emmitouflait encore plus. Le point de rupture est arrivé juste avant les vacances de printemps. Ça faisait plusieurs nuits que je dormais mal. Ce soir-là, j'ai enfin réussi à m'endormir. Un sommeil lourd, désespéré. À 3 heures du matin, elle a répondu à un appel FaceTime à voix haute, comme si c'était le milieu de l'après-midi. J'ai ouvert les yeux d'un coup. J'étais tellement fatigué que je me suis mis à pleurer. Des vraies larmes, silencieuses, parce que je n'avais même plus l'énergie de me battre. Quelques semaines plus tard, le Covid a frappé. Les cours ont été suspendus, les dortoirs vidés. Pour une fois, une catastrophe mondiale a joué en ma faveur. J'ai pu déménager et quitter cette chambre. Mon colocataire souffrait d'une sorte de trouble alimentaire accompagné de problèmes sociaux. Il avait vécu seul dans une suite de résidences prévues pour 5 étudiants, et cela pendant quelques semestres. Nous avons échangé 3 bonjours au cours du semestre où j'y ai vécu. Ils ont tous été pénibles et, à chaque fois, il s'est précipité dans sa chambre en claquant la porte. En emménageant, je savais que ma petite amie de l'époque viendrait me rendre visite en ville une semaine plus tard. Je suis entré dans la salle de bain et chaque surface était couverte de bile. Chaque surface. J'ai vérifié la douche et c'était pareil. Au lieu d'aller voir l'administration, ce que j'aurais dû faire, je suis allé au magasin acheter des produits de nettoyage très costauds et je me suis mis au travail. La céramique s'est nettoyée assez vite, mais il m'a fallu plusieurs sessions pour enlever toute la bile des surfaces en vinyle et en bois. Je pense que cela a fait honte à mon colocataire et qu'ensuite il a fait beaucoup plus attention à viser la cuvette quand il faisait ce qu'il faisait. Mais, d'une manière ou d'une autre, ça ne se comparait pas à ce qu'a vécu le colocataire de mon ami. Nous sommes arrivés jusqu'à la fin de l'année sans jamais avoir partagé d'histoire sur nos colocataires. La veille de la remise des diplômes, quelques amis et moi devions nous retrouver pour déjeuner et fêter le fait d'avoir fini de vider nos chambres. Un ami s'effondre quand on lui demande comment ça s'est passé. Sa chambre est prête, mais son colocataire est déjà reparti en Chine et la suite est dans un état catastrophique. Nous avons tous dit que ce n'était pas un problème et que nous allions venir l'aider à nettoyer. Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Le sol était couvert de petits morceaux de papier toilette. Le colocataire de mon ami se triturait l'acné et, quand ça saignait, il mettait un bout de papier toilette sur la plaie, qui finissait par tomber naturellement par terre. Le sol en était couvert par centaines, ces choses écœurantes. Le sol de la salle de bain était recouvert d'une couche d'urine séchée. Pas seulement autour des toilettes. Partout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la bile, aussi dégoûtante soit-elle, est infiniment préférable à l'urine. Mon ami n'avait pas utilisé la salle de bain ni la douche de tout le semestre et allait se laver à la salle de sport. Le réfrigérateur, l'évier et le congélateur contenaient plus de têtes de poisson que je ne veux bien en compter. Elles étaient simplement là, à refroidir. Je n'ai pas regardé de trop près parce que la plupart étaient couvertes de moisissures. L'odeur était indescriptible. Nous avons jeté un coup d'œil dans la chambre de cette personne et moins on en dit sur ce que j'ai vu, mieux c'est.
La chambre de mon ami était un minuscule sanctuaire au milieu de ce cauchemar. Chaque prise avait un désodorisant Febreze branché. Il avait installé un énorme ventilateur à sa fenêtre qui faisait entrer de l'air frais en permanence. Nous ne l'avons pas aidé à nettoyer. À la place, nous avons pris un tas de photos, sommes allés directement au logement étudiant et leur avons dit qu'il était hors de question qu'il perde sa caution ou qu'il soit tenu responsable du nettoyage de cette suite. Ils ont essayé de résister jusqu'à ce que nous leur montrions les photos. Nous les avons invités à venir voir par eux-mêmes, mais ces images transmettaient probablement si bien les odeurs qu'ils n'ont pas voulu les vivre en vrai. Ils l'ont exonéré de la caution et des frais de nettoyage. Nous avons quitté le campus et sommes allés manger des sbleskivers et boire des mimosas. Ça a beaucoup aidé. Je ne pensais pas que ça deviendrait un roman, alors désolé. En première année, j'ai été mise avec ce type, je crois qu'il s'appelait Joe, je ne m'en souviens plus vraiment puisque je suis parti au bout d'un mois ou deux. Le premier jour, il m'a dit que les ampoules lui donnaient des maux de tête et qu'il préférait qu'on utilise uniquement la lumière naturelle de la fenêtre. Pas de problème. Sauf qu'il fermait le store chaque fois que je l'ouvrais. En fait, il ne voulait aucune lumière du tout. Un jour, je suis rentré après avoir fait des courses et, par réflexe, j'ai allumé la lumière. Il a immédiatement bondi hors de son lit pour l'éteindre. Je lui ai dit que j'avais besoin de la lumière pour ranger mes affaires. Il a levé les yeux au ciel mais a accepté. Environ 5 minutes plus tard, j'ai éteint la lumière et il a marmonné entre ses dents en se demandant pourquoi j'en avais eu besoin. Environ 3 semaines après le début de l'année scolaire, un responsable de résidence a frappé à notre porte. Il s'est présenté et a demandé s'il pouvait parler à Joe seul, ce que j'ai évidemment accepté. Une dizaine de minutes plus tard, il est ressorti. Par curiosité, j'ai demandé ce qui se passait et on m'a répondu que Joe n'était allé à aucun de ses cours depuis le premier jour et que ses parents avaient demandé qu'on prenne de ses nouvelles. Il a continué à ne suivre aucun cours. À ce moment-là, je parlais déjà à mes parents de changer de dortoir, mais ce qui a vraiment tout déclenché, c'est le jour où je me suis réveillé avec une migraine. Pour une fois, j'étais reconnaissante de la règle de Joe sur l'absence de lumière. Il a commencé à mettre de la musique à un volume raisonnable. Je lui ai demandé s'il pouvait mettre des écouteurs parce que j'avais mal à la tête. Sans dire un mot, il a simplement monté le son. À ce moment-là, c'était terminé, plus rien n'aurait pu me faire changer d'avis, je déménageais. Un autre soir, des amis d'un autre étage ont frappé à ma porte pour me demander ce que je faisais et si je voulais retourner dans leur dortoir. Il y avait, il faut l'admettre, quelques filles plutôt attirantes dans le groupe, ce qui a immédiatement attiré l'attention de Joe. Il s'est un peu incrusté sans y être invité, mais je me suis dit que ça pourrait peut-être l'aider à sortir de sa coquille. Pendant toute la soirée, Joe n'a fait que se moquer de moi et de tout le monde, de cette façon qui n'est acceptable que si on connaît très bien la personne. Après notre départ, j'ai reçu un message d'une des filles disant à quel point il avait mis tout le monde mal à l'aise. Peut-être une semaine avant mon départ, on a frappé à notre porte. C'était le même responsable de résidence que la première fois, mais cette fois il voulait nous parler à tous les deux. Joe m'avait signalé pour une raison quelconque et voulait que le responsable organise une médiation entre nous. Avant même que ça commence, j'ai dit au responsable que je déménageais déjà à la fin de la semaine et que je n'allais pas perdre mon temps avec cette réunion. Le responsable et Joe m'ont regardé, tous les deux confus, puis le responsable a confirmé ce que je disais, m'a demandé si j'allais créer des problèmes, puis est parti. Une fois la porte refermée, Joe m'a regardé, inquiet, et m'a demandé pourquoi je partais. Je lui ai tout expliqué, et il a simplement répondu « Je comprends, tu prends le frigo ?» Oui. Oui, je l'ai pris. Mon colocataire suivant était un type de 29 ans accro aux pilules et à l'héroïne, donc pas vraiment une énorme amélioration, mais d'une certaine manière, c'était quand même mieux que Joe, que je n'ai jamais revu. Mon colocataire de première année m'était tombé dessus par pur hasard. Il n'était pas spécialement horrible avec moi, mais il y avait un truc insupportable chez lui. Il ne sortait jamais les poubelles. Jamais.
Quand je lui demandais de s'en occuper, il les prenait et les balançait dans le placard, puis refusait d'aller plus loin. Une fois, il a carrément jeté une pizza à la saucisse entière dans le placard. Pendant des jours, la chambre a empesté la viande froide et le gras rance. À l'époque, je n'y voyais qu'un problème de flemme et de manque de respect. Je l'ai même présenté à mon groupe d'amis, pensant qu'il finirait par se fondre dans le moule. Il s'est intégré sans difficulté, riait avec tout le monde, participait aux soirées. Rien d'alarmant en surface. Puis les années ont passé, et son vrai visage a commencé à apparaître. En deuxième année, il a agressé sexuellement l'une des filles du groupe. Elle n'a rien dit. Elle a gardé ça pour elle, par peur, par honte, par fatigue aussi. On continuait tous à se voir sans savoir ce qui s'était réellement passé. En troisième année, il a commencé à devenir parano. Il était persuadé qu'elle avait parlé à quelqu'un. Un soir, une dispute a éclaté, et il lui a donné un coup qui lui a laissé un œil au beurre noir. Là, tout a commencé à sortir. Les langues se sont déliées. Les silences aussi. On a découvert ensuite qu'il arnaquait les autres amis avec qui il partageait une maison. Ils étaient 4 à payer le loyer, et lui se faisait un bénéfice en gonflant les montants, gardant la différence pour lui depuis des mois. Tout s'est effondré d'un coup. Le groupe a explosé, la confiance aussi. En deuxième année d'université, je vivais dans un appartement prévu pour 4 personnes. J'avais fait ma première année dans un community college pour économiser de l'argent, puis j'avais transféré ailleurs. Le problème, c'est qu'aucun de mes amis n'allait dans cette fac-là. Je me suis donc retrouvé avec des colocataires totalement au hasard. Il y avait un étudiant étranger venu du Brésil, plutôt discret. Un autre était un ermite complet, enfermé presque en permanence à jouer à League of Legends. Et puis il y avait celui avec qui je partageais la chambre. Un des gars les plus bruyants que j'ai jamais rencontrés. Il parlait fort, riait fort, bougeait fort. Au début pourtant, ça allait. On a découvert qu'on avait pas mal de centres d'intérêt en commun, on discutait, on rigolait, la cohabitation semblait correcte. Puis il y a eu un truc bizarre. Il avait d'autres amis sur le campus, et chaque fois que je proposais de les rencontrer ou de me joindre à eux, il trouvait une excuse. Il esquivait, changeait de sujet, ou me disait que ce n'était pas le bon moment. Au bout d'un moment, je lui ai demandé franchement ce qui se passait. Sa réaction a été immédiate et excessive. Il s'est braqué, est devenu agressif, comme si je l'avais accusé de quelque chose de grave. J'ai compris à ce moment-là qu'il avait peur. Peur que je lui vole ses amis, ou que je prenne une place qui, dans sa tête, lui appartenait exclusivement. À partir de là, tout a changé. Il est devenu insupportable. Il se plaignait de tout ce que je faisais. La façon dont je rangeais mes affaires, le bruit que je faisais, mes horaires. Il faisait des crises pour des détails, passait d'un calme apparent à des explosions de colère sans prévenir. Il me menaçait de me signaler à l'administration quand ma copine venait me rendre visite, même si elle ne dormait pas là. Il surveillait mes faits et gestes comme s'il cherchait une excuse pour me tomber dessus. La chambre est devenue étouffante. Je marchais sur des œufs en permanence. Je faisais attention à tout, pas par respect, mais pour éviter une nouvelle scène. Plus le temps passait, plus tout devenait clair. S'il se retrouvait avec des colocataires tirés au hasard cette année-là, ce n'était pas une coïncidence. Les autres avaient dû partir. Comme moi, ils avaient probablement compris que vivre avec lui demandait de renoncer à toute tranquillité. J'ai eu une série de colocataires, et à chaque fois je pensais avoir atteint le fond. J'avais tort. La première ne se brossait jamais les dents. Littéralement jamais. Elle attendait que je lui rappelle de faire ses devoirs, comme si j'étais son agenda vivant. Elle comptait aussi sur moi comme réveil de secours quand elle n'entendait pas le sien. Le point de non-retour est arrivé quand je l'ai vu trier ses sous-vêtements non pas pour les laver, mais pour décider lesquels étaient encore assez propres pour être remis. À partir de là,
j'ai compris que sa notion de base de l'hygiène et de la responsabilité n'allait jamais s'aligner avec la mienne. La suivante a décidé de régler ses problèmes personnels en les installant chez nous. Quand son copain, accro à la drogue, a perdu son appartement parce qu'il dépensait son argent en weed au lieu de payer son loyer, elle l'a tout simplement fait emménager dans notre chambre de dortoir. Sans demander. Sans prévenir. Il traînait là toute la journée, mangeait notre nourriture, dormait dans l'espace commun, et faisait comme si c'était normal. Une autre refusait de prendre ses médicaments contre les allergies mais insistait pour dormir avec les fenêtres grandes ouvertes. Résultat, elle éternuait toute la nuit et se plaignait d'être malade. Elle passait aussi des appels téléphoniques où elle hurlait et pleurait avec son copain au moins 3 fois par semaine, souvent tard le soir. Après chaque crise, elle prenait des douches de 45 minutes ou plus pour se calmer. Elle ne nettoyait jamais la cuisine après son passage, laissant tout pourrir lentement. Et comme si ça ne suffisait pas, elle faisait des expériences de bio avec des actions à effectuer au milieu de la nuit. Pour ça, elle mettait des alarmes stridentes, et bien sûr, c'est moi qui devais les subir. Ensuite, il y a eu celle qui est tombée enceinte volontairement en pensant que son copain allait la demander en mariage. Elle nous a mis dehors, moi et les autres colocataires, convaincus qu'ils allaient vivre ensemble dans la maison. Quelques semaines plus tard, il l'a quittée. On avait déjà déménagé, et elle s'est retrouvée seule avec ses décisions. La dernière a été la plus violente. Une nuit, sa machine à laver tournait à 1h du matin. Elle était collée au mur de ma chambre et faisait vibrer tout le mur, m'empêchant de dormir. Le matin, je lui ai simplement demandé si je pouvais relancer sa lessive à une heure plus raisonnable à l'avenir. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a menacé de me tuer. J'ai eu 2 colocataires, 2 filles de 20 ans. À première vue, rien d'inhabituel. Puis, presque en même temps, elles ont commencé à sortir avec des mecs beaucoup plus âgés qu'elles. Une bonne dizaine d'années de plus, chacun avec des enfants. Et évidemment, aucun des deux n'a demandé mon avis avant de les faire emménager chez nous. Le premier s'est installé comme s'il avait toujours vécu là. Il laissait traîner ses affaires, parlait fort au téléphone, disparaissait pendant des heures. Un matin, il n'est tout simplement jamais revenu. On a appris plus tard qu'il avait été viré parce qu'il faisait passer de la cocaïne via l'aéroport. Il a disparu aussi vite qu'il était arrivé, laissant derrière lui une ambiance encore plus tendue. Le second est resté. Plus longtemps. Trop longtemps. Il occupait l'espace, s'imposait dans les discussions, décidait des règles comme si l'appartement était le sien. Petit à petit, je me suis mis à éviter les parties communes. Puis j'ai décidé de partir. Le jour où je faisais mes cartons, j'ai eu le malheur de lui poser une question banale à propos d'un DVD. Il a explosé. Il s'est mis à me hurler dessus, complètement nu, hors de contrôle, cherchant clairement la confrontation physique. Il voulait se battre. Il transpirait, gesticulait, criait des phrases incohérentes. Il était sous l'effet d'un truc qu'il avait fabriqué lui-même, une recette à base de graines de tournesol trouvée sur Internet, censée reproduire les effets du LSD. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus juste dans une colocation pénible. J'étais dans une situation dangereuse. J'ai fini de prendre mes affaires en silence, sans répondre, en surveillant chacun de ses mouvements, prêt à partir au moindre geste de trop. En 2e année, ma colocataire a décidé de lancer ce qu'elle appelait un compost dans la cuisine. C'était un seau ouvert, posé là, sans couvercle. Sauf que ce n'était pas du compost. Il n'y avait ni terre, ni paillis, ni rien de ce genre. Elle se contentait d'y jeter ses restes de nourriture et de les laisser pourrir à l'air libre, au milieu de la pièce où on cuisinait. Au début, elle parlait de démarche écologique, de bonnes intentions. Très vite, l'odeur a pris le dessus sur tout le reste. Des fruits liquéfiés, des restes de pâtes, des épluchures oubliées pendant des semaines. Chaque fois qu'on entrait dans la cuisine, on retenait notre respiration. On a essayé de lui en parler, de proposer un vrai système ou au moins un couvercle. Elle refusait,
convaincus que tout allait bien et que c'était nous qui exagérions. Petit à petit, on a arrêté d'utiliser la cuisine. Puis on a commencé à passer de moins en moins de temps dans l'appartement. Elle a fini par nous chasser sans vraiment le dire, simplement en rendant l'endroit invivable. Quand on a enfin déménagé, tout le monde était à bout. Le jour du départ, le malheur a voulu que l'aspirateur rende l'âme. On a fait ce qu'on a pu, mais la moquette n'était pas aussi impeccable qu'on l'aurait souhaité. Quelques heures plus tard, elle nous a envoyé un message pour nous engueuler, furieuse, en disant qu'on avait laissé l'appartement sale. Comme si le seau de nourriture en décomposition n'avait jamais existé. J'ai vécu avec quelqu'un qui ressemblait littéralement à un cime. Zéro gestion du temps, zéro sens de la propreté, aucune capacité à finir ce qu'il commençait. Par exemple, il devait attraper un bus pour partir en week-end, départ dans 15 minutes. Logiquement, tu prends un truc rapide au micro-ondes et tu files. Lui, non. Il décide de cuisiner quelque chose qui prend 10 minutes sur la plaque. Puis il se sert un grand verre de lait. Ensuite, seulement là, il se rend compte qu'il n'a toujours pas fait sa valise, alors qu'il était à la maison toute la journée. Il part en panique, en laissant tout en plan. Le problème, c'est que moi, j'étais déjà parti pour le week-end. Je suis revenu le lundi matin. Le verre de lait était toujours là, devenu rance, épais, presque solide. Sur la cuisinière, une casserole remplie d'une sorte de boue séchée, immonde, collée au fond. L'odeur m'a pris à la gorge dès que j'ai ouvert la porte. Par miracle, il avait au moins pensé à éteindre le feu. C'était le seul signe de survie intelligente que j'ai pu lui reconnaître. Les espaces communs étaient constamment dans cet état. Des pots de bananes traînaient sur les tables ou par terre. Des emballages laissés là sans raison. Pas parce qu'il manquait de temps, mais parce qu'il commençait une action, puis s'arrêtait au milieu pour en faire une autre. Il se levait pour jeter quelque chose, voyait ses chaussures, décidait d'aller se promener, sortait, et oubliait complètement ce qu'il avait laissé derrière lui. Pour une fois, le colocataire de l'enfer, c'était moi. Ce n'était pas méchant, il n'y a jamais eu de dispute ou de conflits ouverts, mais avec le recul, je me sens mal pour ce pauvre type. Mon coloc vivait sur la plage en Floride et il a décidé de venir faire ses études à Washington DC. Le choc culturel a dû être violent. C'était un gars incroyablement calme. Toujours pressé, mais à moitié endormi. Il avançait à mi-vitesse en permanence. Ancien sauveteur, avec un rythme cardiaque au repos autour de 47. Le genre de personne qui semble flotter dans la vie. Et pourtant, il écoutait du métal. Pas du tout mon univers. Moi, j'étais l'exact opposé. Je venais de Philadelphie, toujours sous tension. J'adorais les Grateful Dead et le rock classique. Je jouais de la guitare. Résultat, dans notre minuscule chambre de dortoir, il y avait une guitare acoustique, une guitare électrique, 2 amplis et des pédales. Et soyons honnêtes, je n'étais pas très bon à l'époque. Pas assez mauvais pour arrêter, pas assez bon pour être supportable. Lui dormait énormément. Facile 16 heures par jour. Couché vers 10 heures du soir, plus plusieurs siestes dans la journée. Moi, j'avais toujours du monde qui passait. Des amis qui entraient sans prévenir, qui s'asseyaient sur les lits, qui parlaient fort. Je mettais les deads à fond ou je sortais la guitare. Souvent, il rentrait de cours avec l'intention évidente d'aller se coucher, et il trouvait 2 personnes de plus dans la chambre ou moi en train de gratter des accords interminables. Il ne disait presque rien. Il soupirait parfois, se changeait en silence, se glissait sous les draps et essayait de dormir malgré le bruit et l'agitation. Il a tenu toute l'année universitaire. Puis il n'est jamais revenu. Pas de message, pas d'explication. Il a simplement disparu de ma vie. Mon colocataire de première année a été un véritable cauchemar. Appelons-le Mike. Au début, il avait l'air plutôt tranquille, le genre de mec avec qui on se dit que ça va passer.
Puis le vrai Mike est apparu. Pour commencer, il ne nettoyait absolument jamais derrière lui. La vaisselle s'accumulait dans l'évier jusqu'à devenir méconnaissable. Des assiettes collées entre elles, des verres opaques, des restes dont on ne pouvait plus identifier l'origine. L'odeur était tellement forte que j'avais l'impression de vivre à côté d'une expérience scientifique ratée. J'ai essayé d'en parler avec lui, calmement. Il a balayé ça d'un revers de main en disant que c'était de l'art chaotique en cours. Il était très fier de sa blague. Moi beaucoup moins. Ensuite, il y avait le bruit. Il adorait mettre de la musique à fond à 2 heures du matin. Quand je lui demandais de baisser le son, il riait et me disait que c'était son moment vibe. Pendant ce temps-là, j'essayais de réviser mes partiels, assis sur mon lit avec un casque qui ne servait plus à rien. Il chantait parfois en même temps, faux et fort, comme si la nuit entière lui appartenait. Et puis il y avait ses invités. Ils débarquaient à toute heure, bruyants, déjà surexcités, comme si notre chambre était un bar ouvert. Un soir, je suis rentré et j'ai trouvé un groupe de ses potes en train de faire une sorte de fête improvisée dans la chambre. Il y avait même un mini-feu. À l'intérieur. J'ai vraiment cru que l'alarme incendie allait se déclencher et que tout l'étage allait être évacué à cause de ça. Le point de non-retour est arrivé quand j'ai découvert qu'il avait emprunté mon ordinateur portable sans me demander. Pas juste pour vérifier un truc. Il l'avait utilisé, déplacé, et surtout il avait renversé sa boisson dessus. Quand je l'ai confronté, il a haussé les épaules et m'a dit que ce n'était pas grave, que je n'avais qu'à le faire réparer. Comme si c'était un détail, comme si mon matériel et mon stress n'avaient aucune importance. À la fin du semestre, je n'ai pas hésité une seconde. J'ai demandé à changer de chambre dès que possible. Cette expérience m'a appris une chose essentielle. Peu importe à quel point quelqu'un a l'air cool au début, vivre avec lui peut révéler un tout autre visage. J'avais un colocataire étranger venu d'Amérique du Sud. Impossible de me souvenir de quel pays exactement, et honnêtement j'ai essayé d'effacer presque tous les souvenirs de cette période. Il a emménagé dans ma chambre de dortoir au semestre de printemps de ma première année, et dès le début, il était incroyablement bruyant sans aucune raison valable. Il restait éveillé jusqu'à 2 ou 3 heures du matin en appel vidéo avec ses amis restés au pays. Je peux comprendre veiller tard de temps en temps, mais là c'était tous les soirs. Il parlait fort, riait, gesticulait, comme si j'étais invisible. Même avec des écouteurs, le son passait. Le sommeil devenait un truc optionnel. Le pire, c'était quand il se faisait des bols de ramen. Il mangeait si bruyamment que je pouvais l'entendre depuis le couloir du dortoir. Les slurps étaient constants, longs, répétés, sans pause. À force, mon corps réagissait avant même que mon cerveau ne suive. Une nuit, j'ai fini par faire une crise d'angoisse juste à cause de ce bruit continu, coincé dans une pièce où je n'avais aucun moyen de m'échapper. Il avait aussi cette habitude dégoûtante de se servir des bols de glace, de les poser sur son bureau, de les laisser fondre pendant toute une journée, puis de revenir les manger plus tard. La chambre sentait le sucre tourné et le lait rance. Il ne nettoyait jamais derrière lui. Les emballages, les bols sales, les vêtements traînaient partout. Résultat, la chambre a reçu plusieurs avertissements disciplinaires, et à chaque fois, c'est moi qui me faisais engueuler aussi. J'ai essayé de lui parler calmement. Rien n'a changé. J'ai parlé à notre responsable de dortoir. Toujours rien. Je suis allé voir l'administration, puis le doyen. Absolument aucun changement. À chaque étape, on me disait de faire preuve de patience, de compréhension culturelle, comme si mon besoin de dormir et de respirer normalement était secondaire. À la fin, j'ai abandonné l'idée d'avoir une chambre. J'y allais uniquement pour dormir, quand c'était possible. Tout le reste du temps, j'étais ailleurs. En cours, à la bibliothèque, dans les salles d'études, dehors avec des amis. Mon dortoir est devenu un simple point de passage, pas un lieu de vie. Tout n'a pourtant pas été négatif. Être forcé de fuir ma chambre m'a poussé à créer des liens ailleurs. J'ai rencontré des gens formidables,
des amitiés solides qui ont tenu dans le temps. Et surtout, j'ai appris à mieux connaître celle qui est aujourd'hui ma femme. Si je n'avais pas passé autant de temps hors de ce dortoir, je ne suis pas sûr que nos chemins se seraient autant croisés. Je ne dirais pas qu'elle venait de l'enfer, mais elle était quand même assez pénible. Les choses ont mal commencé parce que l'école avait accepté trop d'étudiants et qu'il y avait une pénurie de logements. Du coup, certaines salles d'études, environ 2/3 de la taille d'une chambre de dortoir normale, ont été transformées en chambres. L'espace y était très limité. Ma colocataire et moi nous sommes retrouvés dans l'une de ces chambres. Nous étions simplement des personnes très différentes. Elle était du genre très sociable, fêtarde. Moi, j'étais plus calme et introverti. Je pense qu'elle s'attendait à ce que sa colocataire devienne sa meilleure amie et sa partenaire de bêtises, et j'ai été une déception pour elle. En 2 semaines, elle s'est mise à agir comme si je n'existais pas. Ça m'allait. Je n'avais pas besoin d'elle comme amie. Les problèmes ont commencé quand elle a commencé à avoir constamment des gens dans notre minuscule chambre, ce qui rendait ma propre vie quotidienne compliquée. Mais j'ai été tolérante, en me disant que c'était aussi son espace. La goutte d'eau a été quand je me suis réveillé à 2h du matin un vendredi soir avec le lit qui tremblait, et que j'ai réalisé que ma colocataire ivre avait des rapports sexuels dans le lit au-dessus du mien. Dégoûtant et totalement inacceptable. J'avais prévu d'aller voir le service du logement le lundi suivant, mais elle a dit le lendemain que c'était elle qui déménageait, pour prendre une place libre dans une chambre triple du dortoir d'à côté avec 2 amis. Très bien, au revoir. Elle a déménagé la semaine suivante. Je m'attendais totalement à ce que le service du logement m'attribue une nouvelle colocataire à cause de la pénurie, mais pour une raison ou une autre, ils ne l'ont jamais fait. Et je n'ai certainement jamais signalé qu'il y avait une place libre. Du coup, j'ai eu une magnifique chambre individuelle pour le reste de l'année universitaire, tout en ne payant que le prix réduit d'une chambre double, puisqu'ils avaient appliqué une réduction à cause de la petite taille de la pièce. C'était le paradis. Au final, tout s'est bien terminé, du moins pour moi. Oh mon Dieu! J'ai écrit toute une chronique sur mon colocataire venu de l'enfer. Nous étions 4 mecs à vivre dans un petit appartement étudiant. Moi et 2 des gars avons accroché presque immédiatement et sommes devenus de très bons amis. L'autre gars, avec qui nous avons pourtant essayé de sympathiser, nous a plus ou moins mis à l'écart. Peu importe, on s'est dit qu'il n'était peut-être juste pas très sociable. Eh bien, ça a empiré très vite. L'un des problèmes les plus constants était sa masturbation permanente sans jamais verrouiller la porte, mettre une chaussette dessus, ou même simplement aller dans la salle de bain. Du coup, on tombait constamment sur lui par accident. Il faisait aussi des commentaires bizarres sur nos amis, les fixait à la salle de sport. J'avais invité des amis à la maison pour une soirée WrestleMania, et évidemment il a fallu qu'il fasse un commentaire sur le fait qu'il pourrait battre n'importe laquelle des catcheuses. Un jour, l'évacuation de la douche s'est bouchée et nous lui avons demandé de ne pas prendre de douche jusqu'à ce qu'on aille acheter du déboucheur. Quand on est revenu, la salle de bain était inondée, et il disait « Je ne savais pas que c'était si grave ». Il se mettait en colère quand on jetait sa nourriture pourrie et moisie à la poubelle et ne participait jamais au ménage. Nous avons essayé de contacter l'université à ce sujet, mais rien n'en est jamais sorti. Le pire incident est arrivé un jour où je prenais le bus pour rentrer et il était avec moi. Nous sommes descendus du bus pour rentrer à l'appartement. Il marchait devant moi et, devant nous, il y avait une fille. Je m'apprêtais à le dépasser en lui lançant un regard en coin quand j'ai vu qu'il fixait directement les fesses de la fille, tout le long du trajet jusqu'à l'immeuble. La fille, mon colocataire et moi montons tous au même étage. Elle arrive à sa chambre avant nous et, pendant qu'elle entre, je le vois mémoriser le numéro de sa chambre. Nous arrivons ensuite à notre appartement. Je vais dans ma chambre et j'essaie juste de chasser de mon esprit ce que je viens de voir. Environ 20 minutes plus tard, je sors pour aller faire des courses et, en quittant l'appartement, je vois le colocataire devant la porte de la fille, en train d'essayer de regarder par le Judas. Mon cœur rate un battement et se serre quand je prends rapidement une petite vidéo, puis je retourne dans l'appartement,
rassemble mes 2 autres colocataires et leur explique la situation. Nous avons décidé d'aller voir la commission à ce sujet, et nous avons enfin réussi à le faire expulser de l'appartement. Ça ne nous a pas beaucoup servi puisque le semestre se terminait 2 semaines plus tard, mais ça faisait du bien de s'en débarrasser. Elle avait des traumatismes familiaux et voulait simplement être aimée. Cela se manifestait par le fait qu'elle sortait avec 20 à 30 hommes par mois. Je dormais avec une bombe de gaz poivré à côté de mon lit parce que je ne savais jamais qui allait entrer dans mon dortoir tard le soir, et il y avait des personnages vraiment douteux. Je tiens à dire qu'elle n'a jamais rien fait d'inapproprié avec ces hommes en ma présence, mais elle avait des comportements très risqués avec eux tous. Je ne me considérerais pas comme naïve, mais je n'avais aucune idée de beaucoup de choses qu'elle me racontait. Ça a été très formateur pour moi. C'était une personne très gentille, mais profondément tourmentée. J'ai essayé d'être son ami du mieux que je pouvais sans me laisser entraîner dans ce qui étaient souvent des choix dangereux et irresponsables. À l'inverse, il y avait chez elle des aspects d'une maturité incroyable pour son âge, et elle savait toujours se sortir d'une situation compliquée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Bon, peut-être qu'elle n'aurait pas dû se mettre dans ces situations en premier lieu, mais elle trouvait toujours un moyen créatif de s'en sortir. Ce n'était pas rare qu'elle rencontre quelqu'un au hasard et disparaisse pendant plusieurs jours. J'étais constamment inquiète pour sa sécurité et nous avons dû mettre en place un système pour que je sache qu'elle allait bien ou si elle avait besoin d'aide. À son crédit, elle n'a jamais eu besoin d'aide. Je l'ai quand même convaincue de parler à un conseiller, mais elle était une menteuse tellement avancée et douée, pas avec moi mais avec ses parents, ses professeurs, les figures d'autorité, que je ne suis pas sûr que le conseiller ait jamais eu une chance de l'aider. Elle semble aller bien aujourd'hui. J'ai tellement d'histoires où elle faisait croire à la mort d'un grand-parent pour éviter un examen, simuler une maladie mortelle. Elle avait même une carte de stationnement pour personnes handicapées alors qu'elle était en parfaite santé. Quand on est jeune, c'est difficile de naviguer dans toute cette folie sans se laisser aspirer, tout en essayant quand même d'aider. J'étais plus stressé que je ne le pensais en vivant avec elle. Il se passait toujours quelque chose d'extrême, et moi j'essayais de comprendre comment gérer la situation sans être une balance, mais sans la laisser se mettre en danger non plus. En 3e année, on m'a mis en colocation avec un schizophrène paranoïaque. C'était le genre de personne dont on dit qu'elle se situe sur la ligne fine entre le génie et la folie. Au début, c'était même fascinant. On avait des conversations incroyablement profondes, parfois brillantes, parfois complètement décousues. Il pouvait passer 1 heure à parler de théories complexes, puis bifurquer soudainement vers des idées inquiétantes sans prévenir. Pendant un temps, je me suis dit que ça pourrait fonctionner. Il était étrange, mais pas agressif. Puis les choses ont commencé à déraper. Des objets disparaissaient. D'abord des petites choses, puis des trucs plus importants. Mon lecteur MP3 a disparu un jour sans explication. J'ai fouillé partout, retourné l'appartement, rien. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il laissait mes affaires dans la salle commune d'un autre dortoir. Celui où logeait une fille qu'il harcelait ouvertement. Il prenait mes objets, les déposait là-bas, comme des offrandes silencieuses, persuadé que ça voulait dire quelque chose. Quand je l'ai confronté, il a nié, puis a changé de version, puis a expliqué que c'était nécessaire. À ce moment-là, j'ai compris que la situation n'était plus juste bizarre. Elle devenait dangereuse. L'université est intervenue après plusieurs signalements. Leur première solution a été de nous demander, à moi et aux 2 autres gars avec qui je partageais l'appartement, de déménager dans un autre dortoir. Leur justification était qu'ils ne voulaient pas être perçus comme discriminant quelqu'un à cause d'un trouble mental. En clair, c'était plus simple de déplacer 3 étudiants que de gérer un cas compliqué. C'est là que j'ai craqué. J'ai expliqué calmement que personne ne demandait de le sanctionner pour sa maladie. Qu'il suffisait de le sanctionner pour avoir volé mes affaires. Voler restait volé, diagnostic ou pas. J'ai insisté, répété les faits, listé les objets disparus, les lieux où ils avaient été retrouvés, les témoignages. Après ça, le discours a changé.
Les réunions se sont enchaînées, les responsables ont pris des notes, posé des questions. Finalement, ils ont décidé de le relocaliser lui, au lieu de nous forcer à partir tous les trois. Il a quitté l'appartement sans un mot, laissant derrière lui une chambre vide et une atmosphère étrange, comme si quelque chose continuait à flotter dans l'air. Les semaines suivantes ont été calmes, presque trop. Les conversations brillantes me manquaient parfois, mais pas l'angoisse de voir mes affaires disparaître ou d'être mêlé malgré moi à une obsession malsaine. Le mien a commencé par plein de petits trucs qui semblaient presque anodins. Il passait son temps à jouer à Minecraft ou à D&D. J'aime bien aussi, mais pas à ce niveau-là. C'était constant. À la cafétéria, il ne mangeait littéralement que des hot dogs et buvait du Mountain Dew. Tout le temps. Et puis un jour, pendant qu'on faisait des courses, il m'a dit qu'il devait acheter des couches pour adultes pour lui-même. Oui. C'était clairement un avant-goût de ce qui allait suivre. Le point de rupture est arrivé un matin vers 5 heures. Un de nos colocataires de suite était sous la douche. Moi, j'étais à moitié réveillé quand j'ai vu mon coloc sortir de son lit avec juste un t-shirt sur le dos. Rien d'autre. Il a commencé à faire les 100 pas devant la porte de la salle de bain. En même temps, j'entendais un bruit de gouttes. Lent. Régulier. J'ai mis quelques secondes à comprendre. Puis il est allé jusqu'à l'évier, a terminé là, tranquillement, et est retourné se coucher. C'est à ce moment-là que j'ai dit stop. J'ai pris quelques fringues, j'ai marché sur le sol, humide, sans réfléchir, et je suis parti dormir dans le dortoir d'une amie. J'y suis resté quelques jours. J'ai failli perdre ma virginité chez elle d'ailleurs, mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Après des discussions avec le logement universitaire et d'autres galères, j'ai rencontré 2 gars pendant les débats présidentiels de 2016. On s'est bien entendu et on a décidé de prendre une chambre ensemble. Ironiquement, elle était juste au bout du couloir de mon ancien dortoir. Quand mon ancien coloc était absent, je suis retourné récupérer mes affaires. L'odeur m'a frappé immédiatement. Une odeur d'ammoniac. Mes colocataires de la suite sont venus voir ce qui se passait. On a regardé son lit. Il était couvert de traces marron. Je vais m'arrêter là. Ah, et j'avais oublié. Quand il a appris que je déménageais, il a essayé de se venger en collant une affiche sur notre porte disant « Colocataire déménage, affaire gratuite ». Le responsable de résidence est intervenu, mais aucune sanction n'a été prise. J'ai enfin installé mes affaires dans ma nouvelle chambre avec mes nouveaux potes. Tout allait bien. Jusqu'à ce que je remarque de l'agitation dans le couloir. Mon ancien coloc avait essayé de me barricader dans ma nouvelle chambre. Quand le responsable lui a demandé ce qu'il faisait, il a simplement répondu « Vengeance ». La police a été appelée. Encore une fois, aucune conséquence. Elle a fait emménager son copain sans abri. Il n'y a eu aucune discussion. Il est juste resté. Même quand elle allait en cours, il était là, affalé dans l'appartement comme si c'était chez lui. Il avait la mâchoire maintenue par des fils après une bagarre, et l'entendre manger était toujours un moment mémorable. Chaque repas était une épreuve sonore que personne n'avait demandé. C'était un appartement étudiant avec 2 chambres. Elle partageait une chambre double avec une autre fille. Autant dire que la tension est montée très vite. Le copain traînait partout, utilisait nos affaires, occupait l'espace commun, dormait là. L'ambiance est devenue lourde, pleine de disputes, de regards fuyants et de conversations coupées dès que quelqu'un entrait dans une pièce. Tout a explosé le jour où la nouvelle fille et Mâchoire ont décidé de coucher ensemble pendant que l'autre colocataire dormait dans la même chambre. Elle s'est réveillée en entendant ces bruits étouffés, un et sifflant à travers les fils de sa mâchoire. Elle a hurlé. Moi, je me suis enfermé dans ma chambre, qui était la seule privée, le téléphone à la main, prêt à appeler la police. Comme si ça ne suffisait pas, il a aussi réussi à boucher complètement l'unique salle de bain avec une merde si monumentale qu'elle a cassé les toilettes. On a dû faire venir un plombier.
Le genre de moment où tu réalises que ta vie a pris une tournure absurde et profondément injuste. On a porté tous ces problèmes au logement universitaire. Leur réaction a été hésitante, presque réticente à la déplacer. Ce qui était ironique, puisqu'elle avait elle-même été ajoutée à l'appartement sans prévenir, en plein semestre, ce qui voulait dire qu'on n'était clairement pas son premier placement. Comme si l'administration savait déjà qu'elle posait problème. À ce stade, elle est devenue franchement inquiétante. Elle parlait d'installer des dispositifs d'espionnage dans l'appartement, persuadée qu'on essayait de l'empoisonner. Un jour, elle a fait une longue tirade paranoïaque en pensant que je n'étais pas là. J'étais bien là. Et à ce moment-là, j'ai compris que je ne me sentais plus en sécurité. J'ai fini par dire au logement universitaire que si son copain était présent sans elle, j'appellerais la police. En première année, ma colocataire était un désastre permanent. Dès le début, il y avait ce lit mezzanine qu'elle montait toujours mal. Toujours. Régulièrement, en pleine nuit, la structure cédait et s'effondrait bruyamment sur le sol. Je me réveillais en sursaut, le cœur qui battait à fond, persuadé qu'il venait d'arriver quelque chose de grave. Elle se contentait de râler et de le remonter le lendemain, exactement de la même façon. Elle mangeait aussi les cookies que ma grand-mère m'envoyait par la poste. Pas par erreur. Pas une fois. Elle se servait comme si c'était normal, comme si les colis familiaux étaient des ressources communes. J'ai essayé de ne rien dire au début, mais ça me faisait quelque chose à chaque fois. C'était un petit bout de chez moi, et il disparaissait sans même une excuse. Un soir, vers 10h30, elle m'a demandé de quitter la chambre pour pouvoir embrasser un gars tranquillement. Comme si ma présence était un détail gênant dans ma propre chambre. J'ai refusé. Elle a levé les yeux au ciel, comme si j'étais déraisonnable. Une autre nuit, elle est rentrée d'une soirée avec une fille complètement ivre qu'elle ne connaissait presque pas. Apparemment, cette fille ne pouvait pas rentrer dans son propre dortoir. La solution a donc été de la déposer dans le nôtre. À 2h30 du matin, la fille a vomi partout sur le sol. Pas un coin. Partout. Et bien sûr, c'est moi qui ai dû respirer ça jusqu'au matin. Chaque jour ajoutait une nouvelle raison d'être à bout. Je n'avais jamais l'impression que la chambre était un endroit sûr ou calme. C'était un espace instable, imprévisible, où je ne savais jamais ce qui allait tomber, se renverser ou débarquer au milieu de la nuit. Ce n'était rien de ce qu'ils faisaient consciemment. Quand ils étaient réveillés, tout se passait bien. On s'entendait correctement, on discutait, on partageait l'espace sans problème majeur. Le vrai cauchemar commençait dès qu'ils s'endormaient. Ils avaient un problème de ronflement absolument horrible. On dormait dans la même petite chambre de mon appartement étudiant, à une distance ridicule. Littéralement peut-être 60 cm entre nos lits. Quand ils se mettaient à ronfler, c'était comme si quelqu'un avait allumé un moteur juste à côté de ma tête. Même avec un casque sur les oreilles, je pouvais encore l'entendre si je n'activais pas le mode insonorisant. Et même là, les vibrations passaient parfois à travers. Pendant toute l'année universitaire où on a vécu ensemble, je n'ai pas eu une seule nuit de sommeil vraiment réparatrice. Pas une. Chaque soir, je me couchais déjà fatigué en sachant ce qui m'attendait. Je calculais mes heures de sommeil en fonction du moment où ils allaient s'endormir, comme si mon repos dépendait d'un facteur totalement hors de mon contrôle. Le pire, c'est que petit à petit, j'ai commencé à les détester pour quelque chose qui n'était même pas de leur faute. J'en arrivais à soupirer intérieurement quand je les entendais rentrer le soir. Pourtant, ils étaient gentils. Quand ils jouaient à des jeux jusqu'à 1h du matin et que je leur demandais d'arrêter, ils le faisaient sans discuter. Ils respectaient mes limites sur tout, sauf sur ce point-là. Et ce point-là ne pouvait pas être corrigé. Le ronflement ne s'est jamais amélioré. Pas avec le temps, pas avec les tentatives de dormir différemment, pas avec mes stratégies désespérées. Bulky, musique, bruit blanc, rien ne tenait sur la durée. Je survivais plus que je ne dormais.
J'ai eu plusieurs colocataires vraiment catastrophiques, mais certaines situations restent gravées. En première année, l'une de mes colocs passait ses nuits dehors à boire avec son demi-frère de 25 ans. Elle avait peut-être 17 ans à l'époque. Rien que d'y repenser me met mal à l'aise. Quand elle rentrait enfin, elle laissait la télé allumée à fond, toute la nuit, comme si le sommeil des autres n'existait pas. Elle n'a même pas tenu jusqu'à la fin du premier semestre. Elle a disparu du jour au lendemain, et personne n'a vraiment posé de questions. Plus tard, j'ai eu une autre colocataire dans une maison de ville prévue pour cette personne. À ce moment-là, on n'était que 3 à y vivre, et malgré l'espace vide, on m'a forcé à partager une chambre avec elle. Elle aurait pu choisir n'importe quelle autre chambre libre. Elle a insisté pour être dans la mienne. Un jour, elle a fait venir son père pour me remettre à ma place. Il portait un bracelet électronique à la cheville. Il m'a fait un sermon entier sur le fait que j'invitais des « hommes étranges » dans notre chambre. L'homme en question était mon petit ami. On était majeurs tous les deux. Rien d'illégal. Rien de caché. Elle aurait pu changer de chambre si ça la dérangeait. Elle ne l'a jamais fait. Évidemment, la leçon n'a servi à rien. Elle a continué à organiser des fêtes à toute heure, n'importe quel jour de la semaine. Moi, je travaillais tard. Minuit certains soirs, parfois 4 heures du matin. Je rentrais épuisé pour trouver de la musique, des inconnus, du bruit, et aucune possibilité de dormir. Chaque nuit devenait une négociation silencieuse avec le chaos. J'ai fini par apprendre pourquoi elle avait été placée dans cette maison. Tous ses anciens colocataires étaient partis avant la fin. Pas par hasard. Pour lui échapper. Il ne restait que 5 semaines avant la fin du semestre. J'ai essayé de tenir. J'ai compté les jours. Puis j'ai craqué. J'ai déménagé une semaine avant les examens finaux, incapable de supporter une nuit de plus dans cet environnement. Elle a écrit tout un tas de documents pour salir mon nom, disant que j'étais abusive et que je voulais qu'elle meure, puis elle les a envoyés à absolument tout le monde qu'elle connaissait, que je connaissais, ou que nous connaissions toutes les deux, ainsi qu'aux discussions de groupe de nos cours, aux groupes de discussion du bâtiment de la résidence, au Discord des clubs, etc. Elle a aussi créé un compte Instagram où elle m'accusait publiquement des mêmes choses étranges, disant qu'elle avait pitié de moi même si elle abusais, parce qu'elle savait que c'était juste parce que j'étais jalouse d'elle et que j'avais besoin de thérapie. Elle a également envoyé des gens venir me voir pour exiger que je lui présente des excuses pour tout ce dont elle m'accusait, et si je ne le faisais pas, elle se suiciderait, une menace qu'elle a admise plus tard être fausse. J'ai quand même cédé et je l'ai appelée, mais j'ai demandé à parler de ces accusations et j'ai doucement contesté les allégations mensongères. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait quelqu'un d'autre qui écoutait toute la conversation téléphonique, ce qui est illégal, et qu'elle espérait que son ami la soutiendrait. À la place, j'ai reçu un message privé discret de cette amie me disant qu'elle me croyait, moi, et pas ma colocataire, ce qui a été l'un des seuls brefs moments de validation que j'ai eus. Bref, chaque matin pendant environ 2 semaines, j'avais peur de regarder mon téléphone au réveil, parce qu'il y avait toujours une avalanche de nouvelles choses horribles et fausses qu'elle avait publiées à mon sujet. À chaque fois que je voyais quelque chose, j'étais encore plus choqué, ces accusations étaient complètement infondées et imprévisibles. En plus de ça, elle forçait des gens à rester en appel avec elle jour et nuit pour l'écouter dire du mal de moi. Il s'est avéré qu'elle était bipolaire non diagnostiquée et que c'était un épisode maniaque, et elle a été internée en hôpital psychiatrique. Ses parents ont pris contact et ont dit qu'elle avait des hallucinations. Avec le recul, j'ai parlé à d'autres personnes qui ont tout vu se dérouler, et nous pensons que j'ai été prise pour cible parce qu'elle était jalouse du fait que je réussissais bien en cours et que je me faisais des amis. Heureusement, mon autre colocataire a fait l'effort de démonter ces accusations à mon sujet, mais encore aujourd'hui je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont une image négative de moi à cause de la nature et du volume même des accusations portées. C'était aussi quelqu'un que je considérais comme l'une de mes amies les plus proches, ce qui a été douloureux en soi. C'est arrivé pendant mon tout premier trimestre dans l'école de mes rêves, et ça m'a même fait envisager de changer d'établissement, après avoir travaillé si dur pour y entrer,
parce que ma réputation avait été attaquée de manière si violente. J'ai 30 ans aujourd'hui, mais quand j'en avais 20, j'ai vécu brièvement avec 2 colocataires. 2 personnes différentes, 2 types d'enfers bien distincts. La première s'appelait BR. Elle était végétarienne et souffrait d'un TOC sévère. En soi, ça n'aurait pas dû poser problème. Le souci, c'est qu'elle a décidé que ça en était un. Elle a essayé d'imposer une règle selon laquelle moi et l'autre colocataire n'avions pas le droit d'avoir de viande dans le frigo commun. Chacune avait pourtant sa propre étagère, la sienne étant celle du haut. Pour elle, savoir que de la viande se trouvait dans le même frigo était déjà trop. Elle surveillait aussi tout le reste. Si je laissais des vêtements ou quoi que ce soit par terre dans ma propre chambre, et qu'elle le voyait en passant, elle me faisait la morale. Elle me disait qu'elle ne pouvait pas supporter de savoir que ma chambre n'était pas propre. Pas l'espace commun. Ma chambre. Un jour, je lui ai emprunté un DVD. Je lui ai demandé avant, évidemment. Elle m'a dit oui, à condition que je le remette après. Je l'ai regardé, puis je l'ai rangé. Plus tard dans la soirée, elle est rentrée, est allée dans sa chambre, et s'est mise à hurler. Des cris paniqués. Elle a débarqué dans ma chambre en pleurant, m'accusant de l'avoir trahi. Le problème. Je n'avais pas remis le DVD dans l'ordre alphabétique exact. Pour elle, c'était une catastrophe. Elle avait aussi décidé que si je sortais le soir, mon chat devait rester enfermé dans ma chambre. Elle n'était pas allergique. Elle n'avait aucune raison concrète. C'était juste une exigence de plus, imposée comme une évidence. La seconde colocataire s'appelait Béa. Complètement différente, mais tout aussi invivable. Elle venait d'une famille très riche. Ses parents lui achetaient des tonnes de vêtements et d'objets en permanence. Sa chambre a rapidement débordé. Alors elle a commencé à installer des portants à vêtements dans le salon. Peu à peu, l'espace commun est devenu une extension de son dressing. Elle sortait 2 ou 3 fois par semaine et ramenait des hommes au hasard, sans jamais prévenir. Elle les laissait se servir dans le frigo comme s'ils vivaient là. Une fois, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé un inconnu en train de dormir dans mon lit. Une autre fois, je l'ai surprise en train de coucher avec un mec sur notre canapé, en plein milieu du salon, comme si c'était parfaitement normal. À ce stade, l'appartement n'était plus un lieu sûr ni un lieu de repos. C'était un endroit où je me sentais constamment envahi, jugé ou pris en otage par les problèmes et les caprices des autres. Alors oui. Ces deux-là restent, sans hésitation, les pires colocataires que j'ai jamais eus. Et chaque jour, je suis reconnaissante de ne plus jamais avoir à revivre ça. Ne plus avoir de colocataire est devenu un luxe que je ne sous-estime absolument pas. Elle était très religieuse et persuadée que les animaux n'avaient pas d'âme, ni même de vrais sentiments. Elle essayait constamment de lancer des débats là-dessus avec moi, comme si c'était un sujet abstrait et amusant. Moi, ça me rendait dingue. Je faisais du bénévolat dans une école pour adolescents en situation de handicap mental, et là aussi, elle disait des choses hallucinantes. Un jour, je lui ai raconté qu'on nous associait à des élèves pour différentes activités. Elle m'a demandé comment on décidait qui allait avec qui. Je lui ai répondu que ça dépendait surtout des personnalités, de qui s'entendait bien avec qui. Elle m'a regardé, sincèrement surprise, et elle a dit « Ils ont des personnalités ?» J'ai ri nerveusement sur le moment, mais j'avais surtout envie de disparaître. Elle affirmait aussi que je sentais mauvais. Je me lavais, je le jure. Ce n'était pas un problème d'hygiène. Mais elle insistait pour installer ces diffuseurs Glad à coller partout, auxquels j'étais allergique. Je lui ai expliqué, plusieurs fois. Elle a refusé de les enlever. Résultat, je passais mes journées à éternuer, les yeux qui brûlaient, pendant qu'elle se plaignait de l'odeur imaginaire que je laissais derrière moi. Et puis il y avait le chauffage. Tous les jours. Sans exception. Elle le montait à fond. Moi, j'étais littéralement en train d'halter devant un ventilateur, en sueur, incapable de respirer correctement, pendant qu'elle disait qu'elle avait froid.
Un jour, j'ai fait une réaction grave à une teinture pour cheveux et j'ai dû aller aux urgences. Elle n'y était jamais allée de sa vie et a demandé à venir, par curiosité. À l'hôpital, ils essayaient de comprendre comment me traiter. J'étais allongé sur un lit dans un hôpital de South Central Los Angeles, entouré de blessés par balles, avec une femme à côté de moi en train de faire une fausse couche. Et là, Suzanne arrive à côté du lit et me demande tranquillement quand est-ce que j'aurais fini, parce qu'elle avait des devoirs à faire. Putain de Suzanne. Comme si ce n'était pas suffisant, j'ai reçu une facture de l'université cet été-là. Après mon départ, elle avait pris la housse de matelas de mon lit. Évidemment, c'est moi qui ai payé. En première année, il y avait quelqu'un dans mon dortoir qui venait d'un pays où, j'en ai déduit, le déodorant n'était pas vraiment utilisé. Il est aussi possible qu'il y ait eu un problème médical. Quoi qu'il en soit, l'odeur était hors norme. Toute la moitié du couloir autour de sa chambre empestait la transpiration. C'était si fort qu'on savait immédiatement quand cette personne était là, même depuis l'autre côté du bâtiment. Une fois, je suis entré dans l'espace commun du rez-de-chaussée et j'ai su qu'elle y était passée plusieurs heures auparavant. D'autres personnes me l'ont confirmé plus tard. Son odeur âcre, lourde, presque agressive, flottait encore dans l'air, comme si elle s'était imprégnée dans les murs. Son pauvre colocataire faisait tout ce qu'il pouvait pour survivre. La fenêtre de la chambre restait ouverte en permanence, même en plein hiver, quand il faisait un froid glacial. Il cachait des désodorisants un peu partout, sous le lit, derrière le bureau, dans le placard. Il en vaporisait constamment, sans jamais vraiment gagner la bataille. C'était juste une question de rendre l'air respirable quelques minutes de plus. Un jour, je me suis retrouvé dans leur chambre alors que cette personne n'était pas là. Tout semblait calme, presque normal. Puis j'ai senti l'odeur de sa serviette de bain. C'était insoutenable. Une odeur d'oignon pourri, humide, rance, qui te prend à la gorge. J'ai compris à ce moment-là pourquoi le colocataire avait l'air aussi épuisé en permanence. Les responsables du dortoir n'ont jamais rien fait. À chaque plainte, la même réponse revenait. C'était culturel. Il ne fallait pas juger. Il fallait être tolérant. Résultat, tout le monde devait s'adapter, sauf la personne à l'origine du problème. Des années plus tard, j'ai appris que cette personne est devenue médecin. Mariée, avec des enfants, une carrière réussie selon tous les critères possibles. Une réussite totale sur le papier. Mais à l'époque, se faire des amis n'était clairement pas simple. Certaines choses marquent tellement un environnement qu'elles te définissent malgré toi, même quand le reste de ta vie finit par très bien tourner. J'ai eu une colocataire lors de ma première année à l'université. Je ne la connaissais pas avant, mais elle avait l'air plutôt normale. Gentille, discrète, toujours sur son ordinateur à étudier. On louait un appartement étudiant à deux, juste elle et moi. En bas, il y avait un sous-sol avec la buanderie et une pièce de stockage. Dès le début, elle m'a dit de ne pas entrer dans la pièce de stockage parce que c'était ses affaires. Elle vivait là avant mon arrivée. J'ai accepté sans trop réfléchir. Au bout de quelques mois, j'ai commencé à remarquer que des choses disparaissaient. Surtout des vêtements. Rien d'énorme, mais assez pour que je doute de ma mémoire. En même temps, son comportement devenait étrange. Elle pouvait rester assise sur son lit pendant de longues minutes à fixer le vide, sans bouger, sans écran, sans musique. Juste à regarder devant elle. Ça me mettait mal à l'aise. Une nuit, je me suis réveillé et je l'ai surprise en train de fouiller dans un de mes sacs pendant que je dormais. Dans ma chambre. Elle avait osé entrer pendant la nuit. Elle a marmonné une excuse maladroite et est repartie comme si de rien n'était. À partir de là, je n'ai plus réussi à me sentir en sécurité. Puis il y a eu cette autre nuit. J'ai été réveillé par un flash. Elle était dans ma chambre. Littéralement debout là. Je lui ai demandé si elle prenait des photos. Elle m'a répondu non, qu'elle cherchait quelque chose avec la lampe de son téléphone.
Sa voix était calme, trop calme. Le lendemain, j'ai installé un verrou sur ma porte. Après ça, j'avais constamment l'impression d'être observé. Même quand elle n'était pas là. Comme si chaque mouvement était noté quelque part. Un jour, elle est sortie pour jeter les poubelles. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai pris son téléphone et j'ai regardé. Il y avait des dizaines de photos de moi. Dans l'appartement. En train de dormir. De marcher. De m'asseoir. Des photos que je ne savais même pas possibles. Elle est rentrée dans la pièce et m'a dit calmement qu'elle savait que j'avais touché à son téléphone. J'ai nié. Elle m'a répondu qu'elle me regardait. Pas qu'elle m'avait vu. Qu'elle me regardait. J'ai décidé de déménager. Avant de partir définitivement, j'ai fait une dernière chose. Je suis descendu au sous-sol. J'ai ouvert la fameuse pièce de stockage dans laquelle je n'étais jamais censé entrer. À l'intérieur, il n'y avait presque rien. Juste une poupée grandeur nature, assise à une table. Pas de carton. Pas de meubles. Rien d'autre. Elle a réussi à convaincre toute la résidence que je la harcelais. Sans jamais m'en parler, elle est allée directement me signaler au responsable de la résidence. Du jour au lendemain, l'ambiance a changé. Des gens que je ne connaissais pas me regardaient mal, me parlaient froidement. Des rumeurs circulaient sur moi, et je ne comprenais même pas ce qu'on me reprochait exactement. J'ai finalement été convoqué pour un rendez-vous avec le responsable. J'y suis allé la boule au ventre, persuadé que j'allais être sanctionné. Mais quand ils ont entendu ma version des faits, tout a basculé. Ils étaient furieux, mais pas contre moi. Ils m'ont demandé pourquoi j'acceptais autant de choses sans rien dire. Mon colocataire éteignait mon réveil, laissait sa vaisselle sale de mon côté, ne nettoyait rien, prenait de la nourriture dans mes tiroirs sans jamais demander. Et moi, je laissais faire. En toute honnêteté, c'était mes premiers mois à l'université. Je ne savais pas encore comment m'affirmer, ni même que j'avais le droit de le faire. Je confondais patience et effacement. Je pensais qu'il fallait juste encaisser, que c'était comme ça la vie en colocation. Le responsable a organisé une réunion avec mon colocataire et moi. Il a guidé la discussion, posé les mots que je n'arrivais pas à dire, et obligé mon colocataire à regarder ses actes en face. Quand elle s'est excusée, elle a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était devenue exactement le genre de personne qui la faisait souffrir quand elle était plus jeune. Le harceleur qu'elle disait détester. C'était un dortoir à la base prévu pour 2 personnes, transformé de force en chambre pour 3. 3 gamins de 18 ans entassés dans une pièce trop petite, avec un lit superposé et à peine assez d'espace pour respirer. L'un des colocs était cool, discret, facile à vivre. L'autre était le cliché vivant du mec de fraternité, même avant d'en faire officiellement partie. Le dortoir était censé être sans alcool, et on était tous mineurs. Ça ne l'a jamais arrêté. Il invitait régulièrement ses potes du lycée à venir se bourrer la gueule dans notre chambre avant de sortir. Il parlait fort, renversait des trucs, s'appropriait l'espace comme si c'était chez eux. Un soir, ils sont partis en laissant derrière eux un de ses amis qui avait vomi partout sur mon tapis. Ils ont juste disparu, sans prévenir, sans nettoyer. Le lendemain matin, l'odeur était encore là. Une autre fois, il m'a réveillé à 3 heures du matin. Pas parce qu'il y avait une urgence. Juste pour me demander de dégager de la chambre afin qu'il puisse coucher avec une fille. Comme si mon lit, mes affaires et mon droit de dormir étaient optionnels. Quand j'ai refusé, il a soupiré comme si c'était moi le problème. Et ce n'était jamais un incident isolé. Les allées et venues constantes, le bruit à toute heure, les gens inconnus dans la chambre, les règles ignorées en permanence. Chaque nuit était une loterie. Est-ce que j'allais pouvoir dormir? Est-ce que je rentrerais pour trouver des étrangers assis sur mon lit? Est-ce que quelque chose serait encore intact?
J'ai obtenu mon diplôme il y a 6 ans, mais je ne peux pas ne pas mentionner ces 3 types avec qui j'ai partagé un appartement en 3e année. Ce n'était pas un dortoir universitaire, mais un immeuble juste en face de la fac, censé être un peu plus adulte. En théorie. Chaque matin, je me réveillais avec le même décor. De la nourriture entamée laissée sur les tables, des mouches à fruits partout, des cendres de cigarettes dans les assiettes, dans les verres, parfois directement dans la bouffe. Mes assiettes, mes verres, mes couverts étaient utilisés comme si c'était du matériel collectif. Au bout d'un moment, j'ai tout ramené dans ma chambre. Je ne sortais mes affaires que pour manger, puis je les lavais et les remettais immédiatement à l'abri. Les cigarettes étaient un autre enfer. Pour pouvoir fumer à l'intérieur, ils avaient couvert les détecteurs de fumée. L'odeur était si forte qu'elle s'incrustait dans mes vêtements, dans mes draps, dans mes cheveux. J'étouffais littéralement. Un jour, quand j'ai su qu'il n'était pas là, j'ai appelé le propriétaire pour qu'il vienne enlever ce qu'ils avaient mis sur les détecteurs. Je n'en pouvais plus. Je partageais la salle de bain avec l'un d'eux. Les 2 autres avaient la leur. Autant dire que j'ai tiré le mauvais numéro. Il laissait ses affaires partout. Des cheveux dans le lavabo, dans la baignoire, sur les rebords. Il n'y avait même pas de rideau de douche. Et régulièrement, j'entrais dans la salle de bain pour découvrir la douche à moitié remplie d'une eau sale, stagnante, sans explication. À ce stade, j'ai commencé à aller me doucher à la salle de sport du campus. C'était plus propre, plus rapide, et surtout moins humiliant. Ce même coloc faisait venir sa copine très souvent. Beaucoup trop souvent. Et l'appartement étant ce qu'il était, j'entendais absolument tout. Les murs n'isolaient rien, et le manque total de gêne rendait chaque moment insupportable. À un moment, ils ont proposé qu'on se cotise tous pour acheter des produits ménagers. L'idée aurait pu être bonne. Jusqu'à ce que je réalise que j'étais le seul à mettre de l'argent. Le seul à acheter quoi que ce soit. J'ai arrêté net. Je refusais de financer un nettoyage que personne d'autre n'avait l'intention de faire. Quand j'ai enfin quitté cet enfer à la fin de l'année, ma grande sœur est venue m'aider à déménager. Je lui ai montré les parties communes. La saleté, le chaos, l'état général de l'appartement. Elle a explosé. Elle a engueulé mes futurs ex-colocataires comme je n'avais jamais osé le faire. Elle a crié pour moi. Elle a dit tout ce que j'avais gardé à l'intérieur pendant des mois. Je suis reparti avec mes affaires, un soulagement immense, et le sentiment d'avoir survécu à quelque chose que je n'aurais jamais dû accepter aussi longtemps. Lors de ma première année, j'ai eu un colocataire absolument horrible. C'est franchement dégueulasse, donc lié à tes risques et périls. Le mec avait de sérieux problèmes d'hygiène. Il refusait presque totalement de se doucher et il sentait comme une personne sans abri chronique. Ces douches sont devenues des événements suffisamment rares pour qu'on commence à les noter. En moyenne, il prenait une douche de 5 minutes tous les 11 jours. Pas environ. Tous les 11 jours. Et ce n'était que le début. Il ne tirait jamais la chasse après être allé aux toilettes. Du coup, chaque jour en rentrant des cours, on le retrouvait assis à son bureau, tranquille, pendant que les toilettes de la chambre contenaient un mélange infâme de merde, de pisse et de sperme laissés là à fermenter depuis des heures. L'odeur te frappait dès que tu ouvrais la porte. Il faisait comme si de rien n'était. On a essayé de lui en parler. Il hochait la tête, disait qu'il comprenait, et ne changeait absolument rien. À force, on a commencé à planifier nos journées pour éviter la chambre le plus longtemps possible. On mangeait ailleurs. On étudiait ailleurs. On ne revenait que pour dormir, quand on n'avait pas le choix. Comme si tout ça ne suffisait pas, on a découvert qu'il cachait des couteaux partout dans la chambre. Il en gardait plusieurs sur son bureau, un dans son placard, et un autre dans sa tête d'oreiller. Oui, dans son oreiller. La nuit, il restait parfois éveillé, allongé sur son lit superposé, lunettes sur le nez, à me fixer dans le noir. Je le voyais. Je savais qu'il avait un couteau à portée de main. Cette pensée rendait chaque seconde interminable. Le mélange de la saleté, de l'odeur,
et de cette présence silencieuse a complètement changé ma façon de dormir. J'étais constamment en alerte. Le moindre bruit me faisait sursauter. Ce n'était plus juste une mauvaise colocation. C'était une chambre où je ne me sentais jamais en sécurité. Quand cette année s'est enfin terminée, je n'ai ressenti qu'une chose. Un soulagement immense. Pas de nostalgie. Pas de regret. Juste la certitude que certaines personnes ne devraient jamais partager un espace aussi réduit avec qui que ce soit. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.